RFI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Les titres de votre journal. Mandela est mort, vive Mandela. Il aurait eu 100 ans ce 18 juillet. L'Afrique du Sud et le monde saluent l'héritage de cette icône. Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se renforce. Ouagadougou affirme avoir démantelé des bases terroristes et interpellé une centaine de suspects. En Somalie, offrir une éducation gratuite aux enfants déplacés par la guerre et la famine, c'est le credo d'un groupe de jeunes étudiants volontaires. Nous le verrons dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. L'Afrique du Sud a salué ce mercredi l'héritage de Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid, qui aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Sa veuve, Graça Machel, a conduit une marche symbolique en sa mémoire, tandis que l'ancien président américain Barack Obama a dirigé un forum sur Nelson Mandela. Le Mandela Day est célébré dans le monde entier. Agissez, inspirez le changement. Faites de chaque jour une journée Mandela, a exhorté la fondation qui porte son nom. Pour approfondir sur ce sujet, accueillons le professeur Albert Tévodjéré, qui a été plusieurs fois ministre dans son pays, le Bénin, puis représentant du secrétaire général de l'ONU. Bonsoir, monsieur. Merci. Vous avez personnellement connu Nelson Mandela à divers niveaux de responsabilité. Que vous a-t-il inspiré ou laissé comme enseignement? D'abord, le courage en politique, le refus de la lâcheté et l'engagement pour une communauté méprisée qui méritait d'être reconnue. C'est une chance pour le monde entier de reconnaître que dans cet univers où véritablement le mépris de l'autre était devenu une sorte de religion dans un pays comme l'Afrique du Sud, un homme grand aujourd'hui devait faire l'exemple, donner l'exemple, et c'est heureux que le monde entier s'en souvienne aujourd'hui. Alors, que restait-il du combat que Nelson Mandela a mené de son vivant en Afrique du Sud en termes de liberté? Il reste une pédagogie de non-violence, mais une pédagogie de force tranquille qui dit non, encore une fois, à l'apartheid, bien sûr, qui est mépris des hommes. Le mépris de l'homme est ce qui a conduit à toutes les guerres, à toutes les destructions, à tout ce qui, aujourd'hui, dérange encore notre univers. Il est important de s'en souvenir. De nombreux jeunes sont nés en 1990, année de libération de Mandela, après 27 ans nés derrière les barreaux. Avez-vous le sentiment qu'ils perçoivent la portée de qui était cet homme? Oui, c'est le rôle de l'éducation. L'histoire est la maîtresse de vie et la connaissance de l'histoire africaine par les jeunes est une nécessité et une priorité. Je pense que nos manuels d'histoire, nos pédagogies d'histoire doivent permettre à tous les jeunes d'avoir des modèles qui soient des boussoles. C'est important aujourd'hui que toutes les écoles, non seulement les grands qui célèbrent, je suis content que Obama soit en Afrique du Sud, mais que les élèves, les enfants, aient aussi pour eux leur Mandela Day et qu'il y ait des Mandela qui se forment à partir d'une jeunesse qui devient désireuse de changer l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui a changé en Afrique du Sud de l'époque de Mandela et depuis quelque temps? Ah ben, écoutez, c'est beaucoup. L'Afrique du Sud est toujours un pays respecté dans le monde, bien sûr, que de problèmes, que de ratés. Mais ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ça compte, n'est-ce pas? C'est important que les affaires du monde entier sont aussi les affaires de l'Afrique. C'est important. Et que les Africains apprennent aussi à travailler, à faire en sorte qu'ils soient parmi ceux qui inventent, ceux qui gagnent
Merci, professeur Albert Thévogéré. Je vous remercie donc pour votre disponibilité. Je rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre dans votre pays, le Bénin, puis représentant du secrétaire général de l'ONU. On reste en Afrique du Sud. 24 ans après la fin de l'apartheid, la propriété foncière reste un sujet sensible dans le pays. La minorité blanche vit principalement près des quartiers d'affaires, tandis que la majorité noire habite les quartiers populeux en banlieue. Ces habitats informels continuent d'ailleurs de s'étendre. Un groupe de 300 occupants de ces bâtiments illégaux veulent prendre les choses en main. Explication, Abdourahmane Dia. Ce bâtiment abandonné, situé en plein centre-ville du Cap, abrite plus de 300 personnes. Ici, il n'y a pas d'électricité et les résidents se partagent un seul robinet. Mais pour Pfo, il y a un léger mieux par rapport à la situation dans le township où il vivait il y a un an. C'était trop loin, pas d'infrastructure, pas de police, il n'y a pas de clinique, il n'y avait rien, absolument rien. L'immeuble se situe au milieu d'un quartier touristique chic à majorité blanche dans la deuxième ville la plus peuplée du pays. Et le coût de la vie y est très élevé. Cela ne nous gêne pas de vivre dans ces conditions. Juste pour montrer au gouvernement qu'il nous faut des maisons au centre-ville. Nous allons bouger d'ici que s'il nous construit des maisons au centre-ville. 24 ans après la fin de l'apartheid, la distribution démographique n'a pas trop changé en Afrique du Sud. La minorité blanche occupe des zones exclusives, non loin des centres d'affaires, alors que les Noirs vivent toujours dans des quartiers surpeuplés, dangereux et informels, avec peu d'infrastructures et en dehors de la ville. La distribution inéquitable de la terre basée sur la race est juste un héritage malheureux de l'apartheid. C'est juste une continuation inacceptable. Les autorités municipales, elles, reconnaissent le problème, mais déclarent qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose sans des moyens additionnels. La question foncière est un sujet explosif en Afrique du Sud. Le nouveau président Cyril Ramaphosa a promis de corriger les injustices du passé. Alors, à présent, en République démocratique du Congo, où 11 personnes sont mortes et 15 autres portées disparues après le naufrage d'une embarcation motorisée sur le fleuve Congo, dans le nord-est du pays. L'embarcation privée qui naviguait de nuit sans lumière a heurté une grosse pierre avant de chavirer, selon un responsable local. Une mesure gouvernementale interdit aux embarcations de fortune de naviguer la nuit. Toujours en RDC, le réalisateur Gaël Mpoyo et le monteur Frank Songwe Lukawa, auteur du film Bobero, La raison du plus fort est toujours la meilleure, ont dû fuir la ville de Bukavu le 7 juillet dernier après la diffusion de leur documentaire sur des victimes d'expropriation d'un terrain revendiqué par le président Kabila. C'est ce qu'affirme du moins aujourd'hui l'ONG Reporters sans frontières qui demande aux autorités de garantir leur protection. Ajoutons par ailleurs qu'un discours du président Joseph Kabila est attendu demain. Il portera sur l'état de la nation. Selon un communiqué de presse rendu public par le gouvernement du Burkina Faso, les unités du groupement des forces antiterroristes mènent depuis le 8 juillet 2018 une série d'opérations sur la bande frontalière nord. Sur la base de renseignements, ces forces ont mené des actions de bouclage et de fouilles de zones suspectes avec l'appui des forces aériennes. Cela a permis de démanteler des bases terroristes et l'interpellation d'une centaine d'individus suspects. Notre correspondant Lamine Traoré nous en dit plus. Les arrestations sont une avancée significative dans la lutte contre la grande criminalité et la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. On le sait, depuis janvier 2015, le Burkina Faso a connu plusieurs attaques terroristes, près de 150 attaques qui ont fait au moins une centaine de morts. Pas une semaine ne se passe, surtout au nord, sans qu'on ait en tout cas une attaque ou un enlèvement. La centaine de personnes interpellées n'est véritablement rien. Chaque jour, nous procédons à des arrestations dans cette partie du Burkina Faso, nous a confié une source sécuritaire. Selon la Croix-Rouge, depuis janvier dernier, au moins 5000 personnes ont fui à cause de l'insécurité au nord du Burkina Faso. À Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, c'est la peur et la psychose. Cette capitale qui a connu au moins 3 attaques, la dernière, la double attaque contre l'état-major et l'ambassade de la France à Ouagadougou. Les populations demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il y a quelques semaines, le président du Faso, dans une adresse à la nation, a rassuré que la situation est sous contrôle.
Au Niger, la visite de 2 jours du président du Parlement européen, Antonio Tajani, s'est achevée hier. La coopération entre le Niger et l'Union européenne en matière notamment de sécurité et de lutte contre l'immigration irrégulière était au centre des discussions entre lui et les autorités nigériennes. Le flux des migrants transitant par le Niger vers la Libye et l'Europe a été réduit de plus de 95% grâce au soutien financier et au partenariat solide entre l'Union européenne et le Niger, selon Antonio Tajani. Ravagée par des décennies de guerre, la Somalie a l'un des taux d'alphabétisation les plus bas au monde. Les gouvernements successifs restent plutôt préoccupés par les crises politiques et la menace du terrorisme au détriment de l'éducation. Bonne nouvelle, cependant, un groupe de jeunes étudiants volontaires ont décidé de donner une éducation gratuite aux enfants déplacés de leur foyer par la guerre et la famine. Le récit est de Blanche Sanou. En Somalie, des milliers de réfugiés ne sont pas en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais grâce à une initiative des jeunes volontaires, les enfants reprennent le chemin des classes. Parfois dans des abris de fortune et les élèves assis à même le sol, les enseignants dispensent des cours de base en lecture et en calcul. Après avoir vu et étudié la situation du manque de centres d'éducation contrôlés par le gouvernement pour les communautés démunies, nous avons décidé en tant qu'étudiants d'aider nos nécessiteux dans les camps de déplacés à Mogadiscio. Ils sont près de 30 volontaires pour au moins 600 élèves âgés de 6 à 15 ans dans 4 camps de réfugiés près de la capitale. Asno, une fillette âgée de 6 ans, fait partie de ces jeunes élèves. Malgré les circonstances, elle reste bien studieuse. J'aime étudier dans cette école. Et plus tard, je vais être infirmière pour aider les gens dans les hôpitaux. Les cours donnés par les jeunes volontaires offrent une alternative aux écoles coraniques qui sont la seule autre source d'éducation gratuite. Ces bénévoles donnent des cours à plusieurs de mes enfants parce que je ne peux pas payer les frais de scolarité. Avant, je faisais tout mon possible pour que mes 2 filles aillent à l'école. Ça coûtait $20 par mois et je ne pouvais pas payer cela. On espère que cette initiative aidera certains des enfants les plus démunis du pays à rêver d'un avenir meilleur. Un avenir meilleur, donc être fonctionnaire, par exemple, en tout cas au Gabon, débusquer les fonctionnaires fictifs. C'est la mission que vient de s'assigner le gouvernement. Les autorités ont à cet effet instauré un système de bons de caisse. Il reste que depuis le début de la semaine, des centaines de fonctionnaires, salariés de l'État ont du mal à récupérer ces bons de caisse malgré la mise en ligne d'un site Internet. Pour en parler, Kiabadou a joint à Libreville Jean-Olivier Makaya, il est membre de la société civile. J'en parlais encore hier avec le ministre d'État à la communication. Nous disons que c'est pas normal. On ne peut pas, le gouvernement ne peut pas vouloir rechercher 110 milliards pour essayer un peu de régler de la masse salariale en République gabonaise et dire bon, nous avons besoin de cet argent parce que nous constatons qu'il y a un problème économique et cet argent nous allons le chercher uniquement chez les civils en épargnant les forces de sécurité et de défense. Alors que nous tous nous marchons dans les caisses de l'État, nous sommes régis par le même ministère, donc la fonction publique. Nous disons là ce n'est pas sérieux. Si l'État veut, il n'y a pas que les civils, que cette mesure impacte tout le monde. Personnellement, je l'ai signifié au ministre de la Défense, je pèse mes mots, j'ai dit, est-ce que avez-vous peur de toucher les forces de sécurité et de défense, de peur qu'il n'y ait pas un soulèvement de la part de ces derniers? Donc vous vous dites, nous allons retirer cet argent chez les civils, et comme ça, si les civils essaient de se lever, les forces de sécurité auront suffisamment du cran pour mieux les mater, puisqu'eux ne sont pas touchés par la mesure. Le premier vol commercial en 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a relié ce mercredi à Addis Abeba à Asmara. Il s'agit là d'une nouvelle étape de la réconciliation spectaculaire en cours entre les anciens ennemis de la Corne de l'Afrique. Les passagers ont dansé et chanté à bord de l'appareil après son atterrissage à Asmara. Ce vol commercial était assuré par Ethiopian Airlines qui dit vouloir assurer dans un premier temps un aller-retour quotidien entre Addis Abeba et Asmara. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VO Afrique en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Plus de 4 milliards d'euros, c'est le montant de l'amende imposée à Google pour avoir enfreint la loi antitrust de l'Union européenne. Dans ce journal, nous irons à la découverte du squelette de l'un des plus grands dinosaures jamais vus. Il sera bientôt exposé ici à Washington. Si vous êtes allergique à l'alcool, vous pourrez peut-être essayer le Chapman. Il s'agit d'un cocktail unique qui, selon la légende, aurait été créé au Nigeria il y a 100 ans. Peut-on se passer de la technologie aujourd'hui? En tout cas, je dirais non. Et Arzouma Compaoré est là pour nous le prouver. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John. Alors, allons tout de suite en Afrique du Sud, plus précisément à Carnarvon, dans le désert du Karoo, où le premier élément qui formera le plus grand radiotélescope du monde a officiellement été inauguré la semaine dernière. D'une valeur de 230 millions de dollars, le radiotélescope MERCAT est composé de 64 paraboles. Il est en fait le précurseur de la première phase du projet SKA, qui verra 133 autres antennes et radiotélescopes développés, construits et érigés dans le nord de la ville du Cap. Une fois reliées entre elles, ces antennes permettront d'étudier certains phénomènes cosmiques comme les plus violents du type supernova ou trou noir. Alors, selon le vice-président sud-africain, le radiotélescope MERCAT marque une étape cruciale pour l'Afrique dans la course pour rattraper le reste du monde et apporter sa contribution à la civilisation. Nouvelle tech dans le reste du monde maintenant. Yeah. Alors, Google, comme vous l'avez noté dans les headlines, a écopé d'une amende record. L'Union européenne lui a infligé 4 millions de dollars d'amende pour avoir enfreint la loi antitrust de l'Union. Il lui est reproché d'avoir abusé de la position dominante de son système d'exploitation Android pour asseoir la suprématie de ses propres applications et de son service de recherche en ligne. Alors, en réalité, cette amende ne représente pas une menace pour Google. Souvenez-vous, l'année dernière, la société avait eu une amende représentant 2,5% des revenus annuels de sa compagnie mère Alphabet. Alors, Arzouma, chaque semaine, vous fouinez Internet pour nous retrouver des choses et c'est le focus de la semaine. Dans le focus de la semaine, je vais essayer de m'arranger un peu avec mon micro ici. Voilà. Alors, c'est vrai que les robots peuvent faire plein de choses que les humains peuvent faire, mais peuvent-ils vraiment remplacer les médecins? Eh bien, la société londonienne Babylon Health affirme que grâce à l'intelligence artificielle, ces chatbots médecins peuvent faire le diagnostic d'une maladie aussi bien qu'un docteur. Alors, en effet, son application mobile du même nom offre en tout cas la possibilité d'interpréter des symptômes après une série de questions grâce, par exemple, à son vérificateur de symptômes gratuit. Par contre, d'autres options comme la consultation vidéo ou téléphonique restent payantes. Suivons. Controlled Assistant Alexa, the software created by Babylon Health, can interpret symptoms and tell a person what might be wrong with them after a series of questions. Technique, mais l'application n'est pas destinée à remplacer les médecins généralistes, mais elle offre des perspectives intéressantes, particulièrement dans la réduction de la charge de travail. Alors, depuis 2016, Babylon a établi un partenariat avec le gouvernement rwandais pour fournir des soins de santé via téléphone mobile à environ 2 millions d'utilisateurs enregistrés dans des zones rurales ou reculées. En tout cas, je n'aimerais pas me faire consulter par un docteur robot. Mais Arzouma, qui dit technologie, dit invention, mais dit aussi beaucoup de folie. Tout à fait. Si vous voulez voyager dans l'espace, vous aurez bientôt 4 fois plus d'options qu'il n'y en a jamais eu. Alors, en effet, 2 sociétés qui sont en course pour être les premières à terminer des tests de tourisme spatial grâce à son vaisseau VSS Unity, par exemple. Virgin Galactic, fondé par le milliardaire britannique Richard Branson, propulsera 6 passagers
et 2 pilotes à des dizaines de kilomètres dans l'atmosphère avant qu'ils ne redescendent sur Terre. Chez Blue Origin, du créateur d'Amazon et homme le plus riche du monde, chez Jeff Bezos, le New Shepard embarquera, lui, 6 passagers placés dans une capsule fixée au-dessus d'une roquette de 18 mètres de long. Même si l'expérience des futurs passagers en apesanteur ne durera que quelques minutes, chez Virgin, par exemple, le prix annoncé pour cette petite escapade est de 250 000 $. Donc, si vous rêvez d'aventure spatiale, ce sera possible peut-être d'ici la fin de l'année, mais il faudra se hâter car les listes d'attente chez Virgin affichent déjà plus de 700 voyageurs. Voilà. Et c'est tout pour Afrotech de cette semaine. La technologie est perfectible et on s'excuse pour les problèmes de micro tout à l'heure. Que serions-nous ou que seraient nos connaissances sans la technologie? Merci Azuma d'être venu. Merci. Tyrannosaurus rex, c'est le nom du dinosaure avec l'un des squelettes les plus grands et les plus complets jamais découverts. Retrouvés dans le Montana, les fossiles de ce dinosaure féroces seront exposés l'année prochaine dans la nouvelle salle des fossiles du Musée d'histoire naturelle de Washington. Déborah Bloch de la VOA nous propose une avant-première, le récit de Dili Diko. Dans cette caisse, 2 os de la cuisse géante du tyrannosaure. Là, le crâne énorme de l'animal, avec des crocs pointus. Ceci n'est qu'une représentation du féroce, ces os originaux étant trop fragiles pour être exposés. Les tyrannosaures adultes, comme ce spécimen, mesurent environ 15 mètres de longueur, 5 mètres de hauteur et pourraient peser 5 à 10 tonnes. Ils possèdent des fantastiques rocs de 6 pouces, capables de percer des os solides. Appelé Nations T-Rex, le T-Rex de la nation n'est pas seulement important parce qu'il contient beaucoup d'os originaux, il l'est aussi parce qu'il a donné aux scientifiques de nouveaux indices. Nous pensions que le T-Rex avait un petit bras. Nous n'avions jamais vraiment tout vu. Les paléontologues ont beaucoup appris sur les dinosaures ces dernières années, y compris sur leur âge. Celui-ci était juste un adolescent quand il est mort. Au moment où ils avaient 20 ans, ils avaient à peu près une taille réelle. Et après cela, bien qu'ils aient été un peu plus longs et un peu plus grands, la plupart d'entre eux sont devenus plus gros. Donc, pas tout à fait différent de la façon dont grandissaient les humains. Contrairement à la salle sombre du musée où sont exposés les fossiles du passé, la nouvelle salle montre des représentations exactes de la vie des dinosaures. Plus de 700 spécimens seront exposés. En plus des squelettes et des fossiles, nous aurons du bel art, des panneaux d'interprétation et de l'interaction numérique. On aura tout ce qui rend ces choses réelles et accessibles à tous les visiteurs. Johnson espère que les millions de visiteurs qui viendront à la nouvelle exposition lors de son ouverture en juin 2019 la trouveront à la fois informative et passionnante. Un dinosaure pouvant en cacher un autre, place au sport avec le dinosaure des sports Yacouba Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Du cyclisme pour commencer, coup double pour Geraint Thomas. À la 11e étape du Tour de France, le Britannique a enlevé l'étape du jour. Dans la station alpestre de la Rosière, Thomas s'est imposé en solitaire lors de cette première arrivée au sommet avec 20 secondes d'avance sur le néerlandais Tom Dumoulin et son coéquipier, le britannique Chris Froome. Et mieux, il a revêtu le maillot jaune de leader. Marché des transferts, Kazri a rejoint Saint-Étienne. L'attaquant international tunisien, 27 ans, a signé pour 4 ans avec les Verts jusqu'en 2022 donc. La saison dernière, il a été prêté par Sunderland à Reims où il a joué 29 matchs et inscrit 11 buts. Wabi Kazri totalise 40 sélections et vient juste de disputer le mondial en Russie avec bien sûr son pays, la Tunisie. Départ aussi pour Yves Bissouma. Le jeune international malien, 21 ans, a quitté Lille pour le club anglais de Brighton, où il a signé un contrat de 5 ans. Cette opération devrait rapporter environ 20 millions d'euros au LOSC, dont 3 millions de bonus. Transfert toujours, mais cette fois-ci ici aux États-Unis, en NBA notamment, les Golden State Warriors, champions en titre, ont prolongé le contrat de leur entraîneur de 4 ans. La durée du nouveau contrat et les émoluments de Steve Kerr n'ont pas été divulgués.
Mais selon certaines sources, il ferait de lui l'un des entraîneurs les mieux payés de la NBA. Et dans un communiqué, le directeur général des Warriors, Bob Myers, a simplement indiqué que Steve Kerr, 52 ans, dirigera l'équipe pour les prochaines années et donc sans aucune indication sur le montant de ce nouveau contrat. Merci Yacouba Ouedraogo. Une petite boisson après le sport ne ferait de mal à personne. En tout cas, au Nigeria, une des boissons les plus prisées dans les bars n'est pas une boisson alcoolisée. Il s'agit du Chapman, une boisson qui jouit d'une nouvelle popularité et booste les revenus des entreprises. Ozo Soko, une passionnée de la cuisine nigériane, a voulu découvrir l'histoire de cette boisson unique et partager sa culture avec le monde. Son histoire ainsi que celle de cette boisson originale avec Lily Erling. Mélangez du soda orange et citron avec l'angusture et du sirop de cassis et vous pouvez tester vous-même le Chapman, un cocktail nigérian sans alcool. Le goût acide et tropical de cette boisson en fait une alternative populaire assez semblable alcoolisée. Ozo Soko, une écrivaine passionnée de la cuisine nigériane, a voulu découvrir l'histoire de ses origines. J'ai découvert qu'on pense que le Chapman a été créé au club Ikoyi, un club populaire au cœur de l'île de Lagos, entre la période pré-indépendance et les années 1980. On ne connaît pas les dates exactes, mais le nom du Chapman est censé venir des clients du bar, apparemment des expatriés, gentlemen ou dames britanniques, qui avaient l'habitude de dire « Hey Chap, hey man, pourriez-vous me servir un verre ?» Sur son blog, Le Papillon de la cuisine, Soko dit qu'elle essaye de documenter les recettes nigérianes qui ravivent les souvenirs nostalgiques afin de garder les traditions en vie. Le Chapman est une chose devenue célèbre à travers le monde. Partout où je suis allée, au Nigeria et hors du Nigeria, les gens l'adorent. Ils veulent la recette et vous savez, ils l'apprécient vraiment. Je pense que les Nigérians ont vraiment besoin de mettre en place une documentation des recettes pour que ceux qui sont au pays, en diaspora et même les non-Nigérians puissent apprendre notre culture et notre cuisine et vivre un peu leur origine partout dans le monde grâce au partage de recettes. Aujourd'hui, les mixologues inventent d'autres goûts en infusant le Chapman avec du gingembre, de l'hibiscus et d'autres herbes. Les entrepreneurs profitent aussi de la tendance pour en faire des versions embouteillées. Ainsi, ils créent des emplois et apportent le goût du Nigeria à travers le monde. À la santé de tous qui boivent dans le Chapman, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.